Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Gilles Lecaillon, président de Écocéan. Il crée des habitats artificiels pour protéger et restaurer la biodiversité marine. Faut-il rendre les transports en commun gratuits? Est-ce économiquement viable et efficace en termes d'environnement? Ce sera notre débat tout à l'heure autour de cette proposition d'Audrey Pulvar, la candidate au régional en Ile-de-France. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez les éco-isoloirs de la société Copilis. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et on a 30 minutes tout de suite. Bonjour Gilles Lecaillon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président d'Écocéan, entreprise créée il y a 18 ans au service de la biodiversité, avec notamment ce que vous appelez des bio-huttes. C'est quoi une bio-hutte? C'est une hutte de biodiversité, en fait. Et elle est là pour ramener des fonctions écologiques essentielles qui ont été perdues dans des structures artificielles côtières. Et principalement les marinas ou les ports de commerce. Ce sont quoi? Des nurseries en quelque sorte? Exactement, ce sont des nurseries artificielles qui sont composées d'un substrat, et c'est très important cette notion de substrat, donc là en l'occurrence des coquilles d'huîtres, donc on est vraiment dans l'économie circulaire. Ce substrat va permettre d'agréger de plusieurs dizaines de petits individus, des crevettes, des crabes, qui vont refaire finalement un petit écosystème. Et autour de ce petit écosystème, vous allez avoir des zones vides, protectrices des petits poissons qui vont venir s'intéresser à ça et qui vont leur éviter d'être mangés par les plus gros. Ah oui, et alors quand on voit les images, on se dit, bon pardon, mais c'est une cage de fer posée dans la mer. On m'a dit. Mais sauf qu'il y a quelques brevets derrière, c'est ça? Oui, il y a deux brevets qui ont été étendus en Europe, qui ont été bien validés, etc. Parce que justement, c'est cette notion de substrat qui est protégée par une autre cage vide, par des cages vides, qui fait que, en fait, on est vraiment une solution fondée sur la nature. C'est pas fait par hasard. Nous, la majorité de l'équipe est biologiste marin. On a vu comment les petites larves qui arrivent en surface réagissaient par rapport à des prédateurs. Et donc, cette solution, elle est vraiment faite pour redonner une fonction écologique essentielle des petits fonds côtiers méditerranéens, mais partout dans le monde, qui est la fonction de nurserie. Donc, c'est pas fait par hasard. Et ces petits fonds côtiers, ils ont été fragilisés par l'activité humaine, par quoi? Par l'urbanisation? Oui, alors évidemment, tout le monde connaît la pollution des eaux, mais c'est pas trop vraiment vers ça qu'on vient travailler. Nous, c'est surtout sur l'artificialisation. En fait, il faut savoir qu'il y a des départements, en l'occurrence, je crois que c'est le Var, qui est extrêmement artificialisé, jusqu'à 20-30% d'artificialisation. Donc, vous voyez les ports, Et donc, un petit fond côtier, une nurserie naturelle, c'est les calanques de Cassis, vous voyez, donc des petites pentes douces, des eaux pas très agitées, une grande diversité de cachettes. Et là, vous vous retrouvez dans une zone avec un quai tout lisse. Et là, vous avez des zones calmes, mais vous n'avez pas d'endroit pour vous cacher finalement. Donc, on vient redonner une fonction de gîte et de couvert à des jeunes poissons, et donc une fonction de nurserie à ces structures. J'ai vu sur votre site, il y a différents types d'habitats en fonction du site, c'est ça? Oui. Alors ça, c'est justement le premier brevet, ça a été ces fameuses cages qui sont vraiment en surface, qu'on met sous les pontons ou sur les quais. Donc on a vu que ça fonctionnait d'un point de vue scientifique. C'est de l'investissement pour une société, plusieurs centaines de kilos-euros d'investissement pour démontrer scientifiquement la valeur de cet écosystème. Et en fait, en se rendant compte que les petits poissons, donc ils venaient s'intéresser à ces cages, à ces biotes, mais qui grandissaient, et plus ils grandissaient, plus ils avaient besoin d'espace. Et donc on a développé une autre types de biotes, qui sont des biotes avec des tiges en bois et des tiges en acier, également avec un substrat, qui sont là pour des individus un peu plus grands, pour qu'ils arrivent jusqu'à ce qu'on appelle la taille refuge, à la taille à laquelle ils se font moins manger ou plus manger par les prédateurs. Donc c'est l'école maternelle d'un côté et c'est le collège et le lycée de l'autre. Exactement, c'est exactement ça. Et après, ils se débrouillent en fait. Nous, c'est pas vous qui les réintroduisez dans la nature. Alors ça, non, pas avec les biotes. Par contre, on le fait également avec l'autre solution qui s'appelle BioRestore. Je ne sais pas si... on peut en parler. Bien sûr, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous commencez par récupérer des larves, c'est ça? Exactement. En fait, là c'est l'origine de la compétence, c'est-à-dire des écocéans, c'est d'aller prélever ces larves, de connaître bien le cycle de vie des larves. Donc, on va pêcher des larves avec des engins qu'on a développés,
avec les pêcheurs locaux. Et ça, c'est extrêmement important. Ils nous ramènent ces larves qui font 1 centimètre. On les garde pendant 3-4 mois dans des aquariums, là en l'occurrence, une nurserie artificielle, et on les réintroduit dans le milieu. Évidemment, avec une procédure de ce qu'on appelle de non-domestication, parce que les poissons, sinon, ils vont attendre la nourriture. Donc, évidemment, tout ça a été, pareil, démontré, beaucoup d'années de recherche, un brevet aussi. Alors là, celui-là, il est que français, mais un brevet sur ce procédé de repeuplement à partir de la collecte de larves. Alors ces bio-huts, il y en a 3700 nurseries installées en 8 ans, 33 ports équipés, dont 31 en Méditerranée française. Vous avez 16 salariés, dont 10 plongeurs. Ce sont des plongeurs, j'imagine, qui un peu légèrement spécialisés, c'est ça? Oui, alors déjà ils sont classés, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation de travailler sous l'eau, ce qui n'est pas le cas de tous les... Voilà, donc, et en plus, ils ont une compétence qui est, ils savent reconnaître les petits poissons. Nous, mes plongeurs, quand ils vont dans l'eau, moi le premier, il m'arrive de plonger des fois sans voir le requin qui est derrière, parce que nous, on va s'intéresser aux micro-petits poissons qui va être dans le corail ou dans l'écosystème. Et en fait, on s'intéresse particulièrement à ces très jeunes stades. Alors, j'imagine que vous avez recensé, justement, puisque vous les connaissez bien, les espèces qui trouvent refuge dans ces nurseries, dans ces bio-huts. Ça, on les a recensés, ça fait plus de 5 ou 6 ans qu'on a, je crois, 250 000 observations qui sont recensées dans une base de données. D'ailleurs, cette base de données, elle remonte, j'allais dire, au niveau du ministère de l'Environnement, dans le cadre d'une directive qu'on appelle la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Donc, toute cette connaissance qu'on obtient en faisant du suivi de ces habitats sont des connaissances, et on a à peu près aujourd'hui plus d'une centaine d'espèces de poissons côtiers qui sont intéressés par ces petites nurseries. Alors vous êtes très bien installé en Méditerranée, un petit peu, vous commencez en Atlantique, notamment en Bretagne. Vous avez des projets aussi d'installation, de développement de ce côté-là. Qu'est-ce que ça apporte, par exemple, à un port Moi je vois bien ce que ça peut apporter en termes de communication, d'avoir cette démarche-là, mais qu'est-ce que ça apporte? Alors ça, c'est vraiment la bonne question. Parce que quand il y a 8 ans, on a commencé à parler de ça à des gestionnaires de port. Pourquoi? Déjà, ils nous ont regardé, ils nous ont vu arriver, quoi. Et on leur a dit, mais en fait, vous avez mis en place d'énormes dépenses pour avoir une qualité d'eau correcte. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, récupération des eaux usées, récupération des aires de carénage, tout ça a nécessité des millions d'euros d'investissement pour les gestionnaires de port. Et nous, on vient les voir en leur disant, maintenant, on va vous valoriser votre structure en parlant biodiversité, en vous rendant la chose positive. Et finalement, le gestionnaire, il est pas autant, mais parfois autant passionné que nous du milieu marin. C'est pas quelqu'un qui s'en fout du milieu marin, en tout cas la grande majorité s'en fout pas. Et du coup, quand on vient les voir en leur disant, on va faire un écosystème, on va parler de votre port, on va le valoriser, on va faire de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement auprès des écoles, on va relier la ville, généralement, au port, c'est le mot ils ne sont pas obligés de le faire. Les 33 ports dont on parle, c'est une démarche volontaire. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Donc ça montre aussi le changement de mentalité qu'il y a eu depuis, 10-15 ans, où les gens aujourd'hui, ils ont envie de faire des choses positives pour l'écosystème. Et alors, vous faites avec Ecocéan partie du French Business Climate Pledge, c'est quoi? Alors, ça, c'est quelque chose qui a été lancé par le MEDEF il y a 3-4 ans. Je ne sais pas exactement la date. Et en fait, c'est des entreprises qui s'engagent pour le climat. Donc, c'est vraiment un pledge, un engagement que plusieurs entreprises, alors nous, on est un peu un pins comparé aux... Parce qu'il y a les géants du CAC 40, c'est ça, il y a tout le monde. Il y a tous les géants du CAC 40 qui sont dedans. Nous, on est... mais ceci dit, là, on relance justement, donc il y a une centaine d'entreprises aujourd'hui, et justement, l'objectif, c'est d'en avoir 1000 pour l'été. Et donc, chacun fait son job d'aller chercher, d'être parrain d'autres solutions. Donc nous, à notre échelle, on va aller chercher des petites PME qui vont s'intégrer. Et puis, alors, il y a cet autre... alors là, c'est un label, le label de la Fondation Bertrand Piccard, des 1000 solutions rentables et durables pour la planète. Les deux mots sont importants, rentable et durable pour la planète. Vous avez été sélectionné, c'est tout récent, c'est ça? C'est tout récent. Alors, le process a pris du temps, hein. Ça fait plus de 6 mois qu'on est dessus. Donc, ils nous ont vraiment interrogés sur le côté durable, j'allais dire. À la limite, nous, on est durable depuis qu'on existe, on est durable. Maintenant, sur le côté rentable aussi. Comment on peut être rentable? Vous avez posé la question. En fait, tout ça a été validé par plusieurs échanges qu'on a eus avec la Fondation Solar Impulse. Et finalement, en avril 2021, donc là, c'est tout récent, on a été labellisé une des 1000 solutions durables et rentables pour l'écosystème. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Peut-être du rayonnement international? Oui.
Je pense que ça nous apporte, du rayonnement international, évidemment une certaine reconnaissance. Moi, j'ai toute l'équipe tout le monde est motivé, mais quand on a ce genre de label, ça aussi continue à motiver l'équipe et c'est finalement le plus important pour nous en tout cas. Et puis il y a aussi un label Origine France Garantie que vous êtes en train d'obtenir, c'est ça ? C'est ça, parce que on parle de RSE, on est vraiment dans l'émission qui parle de ça. Nous, 99%, j'allais dire, puisqu'on doit commander peut-être une ampoule en Chine, et tout le reste, c'est du 100% français. Il est pour nous essentiel de ne pas faire transiter des produits partout dans le monde, d'utiliser des matériaux recyclables et recyclés. Donc on utilise de l'acier, des coquilles d'huîtres. Plus on est local, on utilise des fournisseurs en France, mais aussi beaucoup en Occitanie, parce qu'on est quand même une boîte d'Occitanie. Et ben voilà, ancré localement. Merci d'être venu jusqu'à nous, Gilles Lecaillon. Bon vent à Écocéan. Voilà, on passe à notre débat sur les transports en commun. Faut-il instaurer la gratuité ? La gratuité des transports en commun, c'est l'un des thèmes de la campagne des élections régionales en Ile-de-France. On en débat avec Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, député Agir Ensemble et conseiller de Paris. Bonjour Clément Fournier. Bonjour. Bienvenue, rédacteur en chef de You Matter. Alors cette proposition de gratuité des transports en commun, c'est on va dire la mesure la plus médiatique d'Audrey Pulvar, qui est soutenue par le PS. Elle concernerait, d'après ce que promet Audrey Pulvar, si elle l'emporte, dès septembre, les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, avant d'être élargis progressivement aux bénéficiaires des minima sociaux, aux personnes en situation de handicap, et puis ensuite, gratuité des transports en commun pour tout le monde à partir de 2026, pour tous les franciliens. Vous en pensez quoi, Pierre-Yves Bournazel ? C'est un peu une marotte, parce que d'autres avaient lancé cette idée il y a plusieurs années. D'ailleurs, Anne Hidalgo, je crois, en avait parlé pour son projet municipal, puis était revenu sur cette proposition. Alors, gratuité totale pour tout le monde. Il y a le pass Navigo gratuit pour les moins de 18 ans à Paris, quand même. Oui, exactement. Exactement. Donc, d'abord, sur la gratuité totale des transports, je pense que pour notre région Île-de-France, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'investir beaucoup. On a besoin d'améliorer le confort, on a besoin d'améliorer la sécurité, on a besoin de rénover un certain nombre de lignes, on a besoin d'améliorer la régularité, on a besoin d'investir pour le Grand Paris Express. Donc on a besoin, si vous voulez, de mettre l'argent sur la table. Donc si on prive Île-de-France Mobilité d'une recette, ça ne va pas fonctionner. C'est quoi, c'est 2,5 milliards à 3 milliards? Oui, mais c'est un coût quand même assez important pour... voilà. Sinon, c'est le contribuable qui va payer, parce que gratuité, ça n'existe pas. Si vous n'avez pas cette recette, ça va être un manque à gagner, et donc vous allez forcément augmenter d'autres impôts, d'autres taxes. Donc je crois qu'il faut faire attention. Certaines villes en France l'ont fait, cette gratuité, mais... ce sont des petites villes. Là, il s'agit quand même du bassin de population le plus important d'Europe, la métropole, l'Île-de-France, une ville-monde. Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de donner la priorité à l'investissement. En revanche, ce que je veux dire, et je conclue là-dessus, c'est qu'il existe déjà des tarifs préférentiels selon des critères sociaux, selon des critères d'âge, et c'est bien heureux. Il est évident qu'il faut que ça se perpétue. Oui, et on va reprendre certains de vos arguments. Les villes, en tout cas, les plus connues qui l'ont fait, Calais, Gap ou encore Aubagne, effectivement, ce sont des villes moyennes. On ne va pas comparer la population et le bassin de population de ces villes avec le bassin parisien. Clément Fournier, peut-être votre avis général sur la mesure proposée par Audrey Pulvar, et effectivement, les arguments de Pierre-Yves Bournazel sur faudra bien la gratuité, elle n'existe pas. Il faudra bien que quelqu'un paye pour ces transports. Alors, pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, déjà il faut se poser la question de l'objectif. Si l'objectif c'est d'être une mesure sociale qui permette à chacun de prendre les transports en commun, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est plus intéressant de le cibler sur des personnes qui sont précaires et qui auraient éventuellement des difficultés à financer leur pass Navigo ou leur transport en commun. Mais comme on l'a déjà dit, ça existe déjà. Il y a déjà des exonérations pour les personnes précaires, pour les jeunes, etc. Qu'on l'élargisse à d'autres personnes précaires, pourquoi pas. Après, si la mesure elle a pour but par exemple de lutter contre la pollution, les études qu'on a aujourd'hui sur ce sujet montrent que c'est pas forcément le plus intéressant, la gratuité des transports. Et alors pourquoi il n'y a pas? Parce qu'on pourrait se dire assez intuitivement, bah oui, si on rend les transports gratuits, il y aura moins de gens qui vont prendre leur voiture, donc ça marche, quoi. Moins de pollution. Alors, en fait, toute la question, c'est la question du report modal, c'est de savoir si vous rendez les transports gratuits, est-ce que vraiment les gens vont arrêter de prendre leur voiture pour prendre les transports? En réalité, ce qu'on constate, c'est que les gens qui prennent leur
voiture à Paris, c'est plutôt des gens aisés. On a des stats autour de 60% du trafic à Paris intramuros qui est sur des CSP+, qui prennent leur voiture et ils auraient largement les moyens de prendre les transports en commun. Et s'ils prennent leur voiture, c'est pas parce que les transports en commun sont payants, c'est soit parce qu'ils voient une perte de confort dans le fait de prendre les transports en commun, soit pour d'autres raisons de praticité, de convenance. Et donc, en rendant les transports en commun gratuits, on va pas forcément pousser ces personnes-là à prendre les transports en commun à la place de leur voiture. Donc, on n'aura pas forcément beaucoup moins de gens qui vont prendre leur voiture, qui vont moins prendre leur voiture parce que les transports en commun sont gratuits. Du coup, l'effet sur la pollution, il est assez minime. On a une étude notamment du laboratoire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po qui montre ça, que le report de modalités est pas énorme, qu'on aurait à peu près 2% de gens qui prendraient leur voiture en moins par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément ça la mesure clé si on veut vraiment pousser les gens à prendre les transports en commun. D'autant plus que, comme le disait M. Bournazel, si on a un déficit de financement dans les transports en commun qui ne permettent plus, par exemple, d'améliorer la fréquence des lignes, leur efficacité, leur déploiement dans la région, en fait, même en ayant un peu plus de gens qui prennent les transports en commun, on va avoir un réseau qui sera peut-être saturé, donc moins agréable à prendre, donc les gens n'auront pas plus envie de le prendre. Donc si vous deviez promouvoir une solution pour faire baisser la pollution en Ile-de-France via ce levier des transports, vous diriez quoi ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord rendre les transports en commun beaucoup plus attirants pour les gens. Donc c'est ce que disait M. Bournazel, c'est les rendre plus confortables, plus sûrs, plus précis dans la fréquence, etc. Et il y a aussi l'autre pendant qui est de rendre les autres modes de transport moins attrayants. C'est-à-dire peut-être on a pensé à augmenter le prix des stationnements dans Paris. Il y a certaines villes comme Londres qui ont mis un péage urbain pour que les automobilistes payent lorsqu'ils utilisent leur voiture dans Paris. C'est des mesures qu'on peut envisager pour rendre les autres modes de transport moins attrayants. Et voilà, en fait, l'idée, c'est de rendre l'un plus attrayant et l'autre moins attrayant. Alors effectivement, et dans ce débat, il y a toute la question de la fiscalité, des transports, de la fiscalité écologique en général. Et je reprends la logique d'Audrey Pulvar qui du coup proposait récemment dans une interview de créer une taxe sur les transports les plus polluants pour financer la gratuité des transports en commun. Est-ce qu'il faut revoir la fiscalité des transports, notamment en Ile-de-France, si tant est que la région ait d'ailleurs une partie de ce pouvoir ? Ce n'est pas un sujet tabou, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut une transformation profonde de notre modèle de production et d'ailleurs de notre modèle de consommation. Donc il faut déjà le transformer. Donc évidemment, il faut inciter ceux qui produisent à produire des véhicules propres. Ensuite, il faut inciter les acheteurs à le faire et avoir des prix qui soient des prix compétitifs. Et puis, il faut que la puissance publique invente des nouveaux outils pour faire préférer les transports en commun. Alors, au-delà de tout il y a un gros mot dans tout ça, c'est taxe carbone. Ça, on n'a plus le droit de le prononcer. Oui, mais moi je préfère les incitations de manière générale. Mais il faut aller dans une transformation très forte. On a besoin. On ne peut plus respirer dans nos vies. On a besoin complètement de changer notre modèle. Mais est-ce qu'on peut y arriver sans la fiscalité ? La fiscalité doit être un instrument au service d'une vision et d'une politique. Donc on définit d'abord nos objectifs. Et je pense qu'il faut plus de transports en commun, de qualité si on veut attirer de nouvelles personnes. Donc c'est la sécurité, c'est le confort, c'est le dédoublement d'un certain nombre de lignes qu'il faudrait peut-être faire. Ça va être un coût très important. Donc du coup, la gratuité des transports me paraît pas du tout adapté. C'est par exemple des parkings aux grandes interconnexions de l'Île-de-France, parce qu'un certain nombre de Franciliens sont obligés de prendre leur voiture parce que devant chez eux, ils n'ont pas de transport en commun, mais ils ont peut-être intérêt à laisser leur voiture pour aller plus vite au cœur de l'agglomération, que ce soit dans la petite couronne ou dans Paris, et nous serons tous gagnants, notamment dans le cœur de l'agglomération, puisque nous aurons moins de voitures, moins de pollution et moins de bruit. Car il y a la pollution, et il y a une autre forme de pollution qui est le bruit, qui est un vrai problème dans Paris intramuros, et donc il faut évidemment moins de voitures, mais en accompagnant cette transformation. Et puis il y a des nouveaux projets, c'est la raison pour laquelle moi je suis opposé à la gratuité, à la proposition d'Audrey Pulvar. Moi je voudrais par exemple qu'on expérimente le transport 24 heures sur 24. Déjà sur les lignes automatisées, le vendredi et le samedi. Si demain, après la crise sanitaire, on veut redevenir cette ville-monde attractive, dynamique, où on sorte, où on bouge, où on fasse vivre notre économie, notre culture, le lien social, et même pour des questions de sécurité, il faut qu'il y ait ces transports 24 heures sur 24. Alors lorsque j'ai proposé cette idée il y a de nombreuses années, on m'a dit que c'était impossible, mais Berlin, Londres, New York le font. Londres est en cours, mais Berlin et New York le font déjà. Donc voilà, moi je suis pour qu'on investisse davantage dans le transport commun, comme il faut investir par exemple dans le vélo aussi, c'est important. Super, mais avec quelle fiscalité ? Je repose la question, parce que tout ça c'est des milliards d'euros potentiellement à dépenser. C'est des investissements stratégiques qu'il faut mettre en place. La fiscalité, je pense qu'on peut faire des économies aussi sur les dépenses de fonctionnement. C'est vrai à l'échelle de la région Île-de-France, c'est vrai aussi à l'échelle de la ville de Paris, plutôt que de chercher toujours à augmenter des taxes. Voilà. Donc pas un péage version Londres par exemple ? Moi, il y a
12 ans, j'ai proposé un péage. Je pense que c'est trop tard maintenant avec les vignettes, etc. On a loupé ce coche-là. Maintenant, je suis plutôt pour qu'on ait des incitations et des aides fiscales à acheter des véhicules propres, et plutôt des incitations par l'investissement dans les transports en commun à prendre ces transports en commun, ou le vélo qui doit être une pratique sécurisée. Par exemple, je fais des propositions sur le savoir rouler, l'apprentissage au savoir rouler, ça me paraît important dès le plus jeune âge, et puis d'avoir des pistes de vélo à l'échelle métropolitaine pour qu'il y ait une véritable harmonisation et qu'il y ait une sécurité aussi quand on prend le vélo et le garer. C'est pour ça que je propose des box végétalisées sécurisées de vélo en bas de chez vous. Clément Fournier, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment avoir cette ambition sans revoir la fiscalité écologique, c'est-à-dire finalement sans remettre la taxe carbone au centre du dispositif ? Alors, ce qu'on constate dans les faits, c'est que quand on essaie de faire changer les comportements sans qu'il y ait une petite incitation financière ou un aspect de fiscalité, les comportements ont du mal à changer. Ça va toujours mieux quand on touche au portefeuille. Après, la taxe carbone, pourquoi elle est taboue ? C'est parce qu'elle a pu être perçue comme punitive, notamment parce qu'elle frappait des populations qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser plus pour leur essence et qui n'ont pas forcément d'alternative à la voiture pour se déplacer autrement. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est effectivement développer des alternatives. Alors après, peut-être qu'une taxe peut être mise en place pour que des gens qui ont les moyens et qui ont des alternatives, s'ils veulent utiliser quand même leur voiture dans Paris alors qu'ils pourraient utiliser les transports et qu'ils ont les moyens, qui payent éventuellement quelque chose, ça c'est envisageable, c'est des fiscalités qu'on dit progressives. Après, une fiscalité qui s'appliquerait bêtement à tout le monde de la même façon sans prendre en compte les revenus, effectivement, il va y avoir toujours ce problème de justice sociale derrière qui fait que ce sera très mal accepté. Effectivement, moi je crois que si on veut vraiment faire changer les choses, il va falloir aller sur des mécanismes qui ont trait à la fiscalité. Alors il faut faire attention qu'ils ne soient pas punitifs, qu'ils ne frappent pas injustement les plus précaires, qui soient très progressifs, qui touchent plus peut-être les personnes les plus aisées, ceux qui ont des alternatives, mais à mon avis c'est quand même important qu'on passe par ce dispositif-là. Comme disait d'ailleurs M. Bournazel, un outil en fait pour une vision. Un outil pour une vision. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tiens d'ailleurs, on va continuer de parler un joyeux anniversaire. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. On va continuer de parler des élections régionales, mais alors pour découvrir des éco-isoloirs. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Des isoloirs 100% recyclables, à la fois écologiques et sanitaires. C'est ce que l'on découvre tout de suite dans Smart Ideas. Bonjour Bruno Baudouin, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de la société Copilis et vous avez donc imaginé cet éco-isoloir. Il faut nous le présenter. Quelles sont les caractéristiques de cet objet ? Alors, il est complètement tout en carton, il est recyclable à 100%, il est fabriqué en France à 100%, il est complètement sanitaire, les rideaux sont complètement antimicrobiens, les parties sont utilisables, sont complètement lessivables, ils se démontent et se remontent en 3-4 minutes, 5 minutes. Oui, pendant que vous nous parlez, on voit des images du montage. C'est vraiment très simple. C'est très simple à monter. On le monte, on le démonte, on le remet dans le carton. Pour le stockage, on peut le stocker. C'est un carton qui est fermé, comme on a vu à l'écran. Ouais. Si on n'en veut plus et qu'on ne veut pas les stocker, c'est complètement recyclable à 100%. Il n'y a rien qu'on ne peut pas jeter et qui n'est pas recyclable. Et on s'est dit, pour les communes, au mois de février, quand est sorti le décret, on s'est dit comment on peut aider nos communes et les mairies à pouvoir économiquement et pour la crise sanitaire, comment on va pouvoir les aider. Oui, alors il faut comprendre pourquoi, parce que évidemment organiser un scrutin en pleine crise sanitaire, ça suppose quoi ? Ça suppose d'avoir plus d'isoloirs pour les communes ? Je pense qu'ils vont faire 2 files. Je pense une pour les élections régionales et une pour les élections départementales. Donc obligatoirement, ils étaient obligés de séparer 2 fois les isoloirs pour que les gens aillent voter et mettre dans l'urne et des isoloirs différents. Après, on s'est dit, pour les petites communes, on va créer des PMR pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'on se dit, eux, pour les tout petites communes, ils vont avoir des isoloirs pour eux, mais ils vont les disperser en 2, mais par contre, ils vont avoir qu'un isoloir qui vont être en PMR, pour les personnes à mobilité réduite. Donc on s'est dit, on va... Et il y a beaucoup de communes, de petites communes, qui nous ont commandé beaucoup plus de PMR que d'isoloirs. Mais aujourd'hui, même encore ce matin, il y avait des commandes qui arrivaient pour...
Vous l'avez créé en combien de temps? Parce que c'est une chose d'avoir l'idée, mais... Oui, on a fait plusieurs prototypes et pour que ça tienne debout, que ça soit solide, que les gens, quand ils viennent, surtout les PMR avec les fauteuils des personnes à mobilité réduite, puissent rentrer sans faire tomber, sans que ça soit solide. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, donc on a perdu un peu de temps malheureusement là-dessus et on a commencé à distribuer dans les mairies et de se faire connaître fin mars. Donc voilà, et là aujourd'hui c'est une réussite où on a beaucoup de commandes qui arrivent tous les jours. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Alors le côté sanitaire, vous en avez parlé mais très rapidement, il vient d'où? Les rideaux, c'est ça? Alors les rideaux sont antimicrobiens. C'est-à-dire qu'il y a un traitement qui a été fait dessus pour pas qu'il y ait de problème antibactérien. Ouais. La tablette où vous posez les documents et que vous mettez dans les enveloppes et les civables, à chaque fois que quelqu'un passe, on peut les civer pour nettoyer avec une lingette. Les autres parois sont les civables, mais on ne les touche presque pas. Mais tout ce qui est utilisable par les lecteurs peut être nettoyé et utilisé avec une lingette qui a été créée. Alors, vous l'avez dit, c'est du 100% français. Ils sont fabriqués où, ces éco-isoloirs? Ils sont fabriqués dans une usine dans le Nord. Ouais. Voilà, nous on est sur Paris, mais comme c'est un volume qui est assez important, nous on a créé le prototype chez nous et l'usine est dans le Nord qu'on a fait créer tous ces... Est-ce que, donc vous avez en partie répondu à la question, mais là on est quasiment mi-mai, les élus ont encore le temps de commander ces éco-isoloirs? On a laissé un délai à peu près d'habitude jusqu'au 15 mai. Mais vu les commandes qui arrivent et qui sont encore tous les jours et qui arrivent, on va laisser quand même un délai encore un peu important, peut-être jusqu'au 1er juin, pour s'ils sont vraiment dans les retards. Parce que vos délais de fabrication sont pas trop long, c'est assez rapide et entre guillemets simple à fabriquer. Forcément, si demain on m'a commandé 2000 d'un coup, et ça serait exceptionnel, oui, on aurait peut-être un délai un peu plus long, mais si on nous en demande, comme on a fait des kits, on a fait 3 isoloirs plus un PMR, 2 isoloirs plus un PMR, un isoloir tout seul ou un PMR tout seul. Donc comme il y a des commandes qui arrivent où on est avec 2 isoloirs, c'est très facile à les fabriquer rapidement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le demander, ça coûte cher? Alors le prix est de 109 €, qu'un isoloir en dur coûte entre 250 et 300 €. Donc nous on a descendu les prix, on a tiré les prix au maximum pour les communes et pour que ça soit économique. Donc on est à 109 € l'isoloir, compris que ça soit PMR ou l'isoloir normal. Merci beaucoup, merci Bruno Baudouin, à bientôt. Merci beaucoup. Sur Bismart, c'est la fin de cette... Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ben non, c'était un plaisir. Joyeux anniversaire. Tout le monde est au courant maintenant. Voilà, c'est super, ça fait du bien. Voilà. Merci beaucoup, c'est sympa. Merci à vous. Fin de cette émission, il n'y en aura qu'une comme celle-là. On ne va pas me souhaiter bon anniversaire tous les jours. Salut, à très bientôt.